Bien, bonjour à tous, merci beaucoup de vous être rendus disponibles pour ce 31e point presse de l'année 2021. Merci à ceux qui sont ici en présentiel à Ballard et à ceux qui nous suivent à distance. Je commence, comme il en est l'usage, par quelques points d'actualité du ministère des Armées. Cette semaine, vous le savez, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, et donc se trouve aujourd'hui avec nous dans cette salle un certain nombre de personnes qui font ce qu'on appelle le duodé, c'est-à-dire qui accompagnent des autorités civiles et militaires du ministère des Armées. Ce sont souvent des jeunes en recherche d'emploi, en situation de handicap, donc, ou des militaires blessés. Je souhaiterais vous donner à cette occasion quelques chiffres clés sur les personnes en situation de handicap au sein du ministère des Armées. Nous avons 2800 agents civils en situation de handicap, et si on élargit le scope à ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, thématique pas très heureuse, mais cela inclut des militaires blessés, des victimes d'attentats, des enfants de harkis. Nous avons au ministère des Armées 4236 agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Nous avons évidemment une volonté d'intégrer les personnes en situation de handicap du mieux possible et d'en augmenter le nombre. Nous déployons très régulièrement des plans ministériels, des politiques ministérielles pour favoriser l'insertion des personnes handicapées et pour augmenter leur nombre. Notre objectif, c'est en 2024 d'avoir 6% de personnes en situation de handicap qui travaillent au ministère des Armées. Ce taux, on compte l'atteindre d'une part en favorisant l'accès au travail de ces personnes par des recrutements via concours, sur contrat, par des apprentissages, par des stages ou par les contrats dits armée jeunesse, qui sont des contrats de 1 à 3 mois pour des personnes en sortie de scolarité. On va aussi créer une voie de recrutement spécifique pour que des personnes en situation de handicap puissent devenir fonctionnaires sans avoir nécessairement à passer un concours. L'actuel plan handicap du ministère des Armées, il court sur la période 2019-2021. Il avait notamment porté une attention particulière sur les conditions de travail, l'adaptation des postes de travail des personnes handicapées et sur les horaires de travail à adapter donc pour des personnes en situation de handicap. Nous allons lancer un nouveau plan en 2022-2024 qui sera le 7e plan handicap du ministère des Armées, avec donc cet objectif que je vous ai indiqué, qui est un objectif légal d'avoir 6% de travailleurs handicapés au ministère des Armées. Deuxième point d'actualité, le Salon des maires qui se termine aujourd'hui, qui a commencé avant-hier, auquel participe pour la première fois le ministère des Armées. Je ne serai pas très long, simplement vous rappeler l'importance du ministère des Armées pour les territoires au sens large en France. Nous avons plus de 400 sites militaires répartis sur tout le territoire. Nous avons 82% de nos effectifs qui sont hors de l'Île-de-France. Et sur les 100 départements métropolitains, 88 ont une présence militaire significative, c'est-à-dire au-delà de quelques personnes du ministère des Armées. Donc beaucoup de nos concitoyens peuvent avoir une exposition régulière avec le ministère des Armées, d'autant plus que par le biais des investissements de défense, qui, je le rappelle, s'élèvent à peu près à 20 milliards d'euros par an, nous irriguons un tissu économique local extrêmement resserré. Le ministère des Armées est le premier acheteur public, je viens de le dire, et aussi le premier propriétaire foncier de l'État. Nous avons 275 000 hectares de terrain. Et nous alimentons un tissu de PME directement. Alors on en a parlé au moment de cette affaire de pull, mais tous les ans, 5 milliards d'euros sont directement payés aux PME qui travaillent pour le ministère des Armées. Elles sont 26 000. Ça représente 3% de paiement en plus par rapport à 2019. Le chiffre que je vous donnais juste avant était le chiffre 2020. Et par ailleurs, parce que je souhaite rappeler que nous sommes vertueux vis-à-vis de ces petites et moyennes entreprises, nous payons en 15 jours, là où le délai légal est de 30 jours. Donc, nous sommes de particulièrement bons élèves en matière de paiement de ce que nous devons à nos fournisseurs. Donc, par ailleurs, nous avons une attention toute particulière à la reconversion de nos personnels sur tout le territoire. Et donc, nous avons ces organismes que vous connaissez qui sont les centres de défense mobilité. Il y a 80 implantations de défense mobilité en métropole et en outre-mer. Et Défense Mobilité travaille évidemment avec les collectivités territoriales pour leur permettre de donner ou de proposer en face de leurs besoins des ressources adéquates issues de nos militaires ou de nos civils d'ailleurs, ainsi que de leurs conjoints. Voilà, également une politique résolument tournée sur la jeunesse, mais nous en parlerons longuement avec le général Brulon et le colonel Morel, donc je ne m'y arrête pas à ce stade du point presse. Je bascule sur un aspect capacitaire et la livraison de ces drones Parrot
drone Parrot Anafi. 77 systèmes de ce type vont être livrés aux forces. Ce sont des drones qui vont aller dans des unités et des sections de combat, d'appui, de soutien, et qui permettront d'améliorer encore nos missions de surveillance des bases, nos missions d'escorte de convois ou nos missions de recherche de menaces lors d'opérations. Ce sont des drones qui ont une portée de 4 km, une autonomie de 32 minutes, qui voient avec un zoom 32 fois de jour et qui sont équipés de capteurs infrarouges pour la nuit. Donc ça va vraiment renforcer les capacités de toutes nos unités en opération. Les premiers utilisateurs vont être formés et entraînés et ce sera déployé en opération extérieure à partir de début 2022. Si c'est un sujet qui vous intéresse, nous vous invitons, plus exactement l'armée de terre vous invite, je vois le colonel Genquin, le 23 novembre à Chaumont en Haute-Marne au sein du 61e régiment d'artillerie. C'est le centre de formation des drones qui vous fera, si cela vous intéresse, des démonstrations. Donc contact Sirpater si vous en avez le goût et l'envie et on vous y invite. Dans le domaine industriel et de l'innovation, alors on a souvent parlé ici du nouveau missile dont sont dotés nos fantassins de l'armée de terre, notamment, qui est le missile MMP, missile moyenne portée. Nous travaillons sur la façon de tirer ce missile au-delà de la ligne de vue. Jusqu'alors, c'était possible avec un fantassin qui porte l'arme à l'épaule et soit une personne tierce qui peut faire une désignation d'objectif pour aller derrière la ligne de crête qu'on voit là par exemple, ou alors par le truchement d'un drone qui fait la désignation d'objectif et qui communique finalement les coordonnées au tireur. Là, ce dont je vous parle, c'est faire cela, mais à bord de véhicules blindés. Donc nous allons intégrer dans des véhicules le poste de tir du MMP d'une part, et puis le poste de tir déporté du pilote de drone d'autre part. Ces études-là, ces travaux-là, on ne les fait pas tout seul, on les fait dans le cadre d'un projet européen, ce sont les fameux projets PEDID. On peut se demander ce qu'il y a derrière ces acronymes complexes, mais il y a quand même des choses très concrètes, comme je vous les montre là, et on le fait avec la Belgique, Chypre et évidemment l'armée de terre française. Donc on va travailler avec nos camarades chypriotes et belges, on va notamment travailler sur des scénarios opérationnels d'ici la fin de l'année, et d'ici la fin de l'année prochaine, il y aura des premiers tirs au-delà de la ligne de vue depuis des véhicules blindés. En l'espèce, là, c'est un porteur polyvalent terrestre qui a été représenté. Bon, évidemment, une meilleure efficacité, une meilleure gestion des feux, une meilleure protection de nos unités grâce à ce dispositif. Alors, point d'après sur lequel il n'y a pas de diapositive, mais donc j'en parle sans diapositive, une levée de fonds qui vient d'être réalisée par le Fonds Innovation Défense. Vous vous souvenez de la création de ce fonds voulu par Florence Parly, doté de 200 millions d'euros, qui est là pour investir dans des pépites technologiques qui développent les technologies de demain. La première levée de fonds avait concerné l'entreprise Pascal. La deuxième levée de fonds concerne une entreprise qui s'appelle Candela, qui est une pépite du quantique en France et qui a déjà fabriqué un certain nombre de composants qui ont permis de fabriquer un prototype d'ordinateur quantique. Donc dans cette course mondiale vers un ordinateur quantique, on investit et on met les moyens pour que la France soit en tête. C'est un investissement de 15 millions d'euros pour l'ensemble de la levée de fonds. Donc là-dedans, il y a une part du ministère des Armées pour quelques millions d'euros. Je ne serai pas plus précis à dessein. Et à nos côtés, en investisseurs, vous trouverez un fonds de deep tech qui s'appelle Omnes et un fonds spécialisé dans les technologies quantiques qui s'appelle Quantonation. Alors, à quoi ça sert les ordinateurs quantiques basés sur la photonique ? Ça a des applications dans le domaine de la cyber, dans le domaine de la cryptographie, dans le domaine des communications sécurisées, de l'optimisation des radars, par exemple. Cette entreprise, Candela, elle est basée à Saclay. C'est une entreprise de 30 personnes. Et les technologies qu'il développe, c'est le fruit d'un travail de 20 ans avec un laboratoire du CNRS, que je cite, qui est le Centre de nanosciences et de nanotechnologie. La technologie, je vais vous la citer, même si elle est compliquée à expliquer, donc ne m'en veuillez pas de ne pas le faire ici. C'est une technologie basée sur une source de photons unique utilisée pour l'encodage de l'information. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, on peut s'en parler en marge de ce point presse. Point suivant,
Voilà, un séminaire de l'armée de terre sur les questions de simplification, simplification dans tous les domaines, dans le domaine de l'exercice du commandement, comment mettre plus de subsidiarité dans l'exercice du commandement, comment simplifier les démarches de formation, comment simplifier les relations entre les soutenants et les soutenus dans les régiments, comment simplifier les formations, je l'ai déjà dit, en tout cas l'organisation et le fonctionnement. Donc l'armée de terre travaille sur ces questions, se réunit à Rennes les 22 et 23 novembre prochains. Outre que c'est un sujet d'importance pour nous tous au sein du ministère des Armées, il y aura une séquence presse prévue si cela vous intéresse. Vous pourrez assister aux échanges à Rennes et interviewer, si vous le souhaitez, le général Ollier, qui est l'officier général simplification au sein de l'armée de terre. Je bascule sur une information relative au Forum Innovation Défense, dont la 3e édition se tiendra du 25 au 27 novembre à l'espace Champéret. La ministre s'y rendra le 27 novembre, le vendredi. Bon, c'est un rendez-vous incontournable de l'innovation, des conférences et des tables rondes sur les nouvelles énergies, sur le design au sein du ministère des Armées. On va vous présenter un certain nombre de projets, 110 projets. Alors j'en cite 2, mais bon, c'est très concret et forcément ça donne envie. Des projets d'intelligence artificielle qui permettent d'identifier des anomalies dans le trafic aérien et donc c'est de la prospective, hein, mais de faire décoller encore plus vite peut-être des patrouilles si besoin est pour aller intercepter des aéronefs qui auraient un comportement anormal. Et un projet basé sur la fabrication de peaux. C'est une culture de peau dite autologue. En gros, on vous prend une petite greffe si vous êtes blessé, et puis avec une sorte, là aussi, d'imprimante 3D, je le dis avec des mots très simples, on est capable de fabriquer de la peau qui, de fait, sera compatible de la peau du receveur, puisque le donneur est le receveur dans ce cas. Voilà, il y a une journée grand public qui est le 27, et vous pouvez vous inscrire sur le site forum-innovation.défense.gouv.fr. Je termine par l'annonce d'un colloque de l'armée de l'air et de l'espace qui s'appelle « Agir et protéger ensemble dans la 3e dimension ». Colloque qui sera ouvert par le général Barrera, le chef du cabinet militaire du Premier ministre, qui sera conclu par le général Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, avec 3 tables rondes que je cite. L'action de l'État dans l'air au service de la protection des citoyens français, l'armée de l'air et de l'espace au service de la sécurité globale dans un cadre européen, et l'armée de l'air et de l'espace au combat en 2030. Voilà les quelques points d'actualité sur lesquels je voulais revenir. Si, pardon, un dernier qui ne figure pas dans les planches, mais sur lequel je voulais dire un mot. Un investissement très conséquent en matière d'infrastructure. Nous avons au sein de l'armée de terre un service de maintenance terrestre qui s'appelle la CIMT et même le SMITER, si on regarde la partie vraiment industrielle de la maintenance terrestre qui est faite au sein de l'armée de terre. Il y a une base de soutien du matériel qui est la 13e BSMAT qui est située à Yzeure dans l'Allier, juste à côté de Moulins. Ces bâtiments sont anciens, avaient besoin d'être rénovés. C'est une base importante pour nous parce que vous y trouvez 120 millions de pièces de matériel, j'ai bien dit 120 millions, il y a 140 000 références. Et toutes ces pièces sont des pièces qui sont projetées en OPEX pour réparer nos matériels en OPEX. Ces bâtiments, il fallait les reconstruire, en tout cas les rénover pour une bonne part. Et donc le ministère des Armées va consentir un investissement de 150 millions d'euros. Donc nous commençons les études aujourd'hui, je dirais. Les travaux physiques commenceront en 2024, se termineront en 2031. Donc voilà, un élément important. Dans le cadre de la remise à niveau de nos infrastructures vieillissantes, grâce à la loi de programmation militaire, 150 millions d'euros investis dans l'Allier à Yzeure. C'est extrêmement important et je souhaitais qu'on le signale. C'est un site qui forcément a été pollué par des munitions lors des 2 premières guerres mondiales et donc à l'occasion de ces travaux de rénovation, le site sera également dépollué de ces anciennes munitions. Madame Leroy. Handicapés. Oui. Mais on en est à combien aujourd'hui? J'ai pas dû entendre. Alors, parce que je crois que j'ai pas donné le pourcentage. Ah, voilà. En fait, ça dépend de quoi on parle. Le périmètre est en train de changer sur les aspects légaux. Pardon, madame? Non, je vais donner une première réponse et si je suis incomplet, vous compléterez. Donc, le taux, enfin, excusez-moi, le taux auquel on est astreint en 2024, c'est 6%. Aujourd'hui, il faut faire le ratio de 2800 divisé par
65 000 à peu près, 61 000. Donc on doit être à 4% à peu près. Si on intègre dans l'enveloppe des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi et que vous ajoutez à ces 2800 agents civils handicapés les personnes qui sont victimes d'attentats, qui sont enfants de harkis, qui sont blessés de guerre, on arrive à un taux qui doit être de l'ordre de 7 et quelques %, puisqu'on est du coup sur les 4050 agents que j'ai mentionnés tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Madame, souhaitez-vous compléter ? Merci. Oui, Emmanuelle Lavergne de la délégation nationale handicap. Donc, nous respectons l'obligation légale puisque, effectivement, nous sommes actuellement à 7,02% de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et cela comprend, donc, pour le calcul de ce taux, on intègre toutes les catégories qui ont été citées, notamment les bénéficiaires des emplois réservés. Nous avons 2800 civils en situation de handicap, donc 4,61% des civils. Mais nous respectons déjà l'obligation légale et l'objectif que s'est fixé le ministère pour 2024, c'est 6% de civils en situation de handicap. Mais c'est un objectif ce n'est pas une obligation puisque nous la respectons déjà. C'est un objectif que s'est fixé le ministère. Voilà. Merci madame. Y a-t-il des questions sur ces points d'actualité ? Non ? Alors je passe à l'agenda de la ministre pour la semaine prochaine. Lundi 22 novembre, la ministre aura un déplacement international qui vous sera précisé ultérieurement. Elle s'entretiendra en fin de journée avec le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Vendier, à l'hôtel de Brienne. Le 23 novembre, elle aura un entretien avec la ministre déléguée, Madame Darrieussecq, puis aura en milieu d'après-midi un comité exécutif du ministère des Armées. En fin de semaine, non pas le 27 novembre, comme je vous l'ai improprement dit tout à l'heure, mais bien le vendredi 26 novembre, elle se déplacera au forum Innovation Défense. Voilà pour l'agenda de Madame Parly. Je vous propose dorénavant que nous passions au focus thématique de ce point presse. Donc nous parlons aujourd'hui du service militaire volontaire et du service militaire adapté. Nous avons l'honneur et l'avantage de recevoir le général Brulon et le colonel Morel qui vont nous parler respectivement du SMV et du SMA. Donc je vais très rapidement leur céder la parole. Je vais juste dire quelques mots d'introduction très vite. Alors, vous rappelez que le ministère des Armées recrute 26 000 personnes par an et que ça, c'est un élément absolument majeur de la politique qu'on déploie pour la jeunesse. Madame Darrieussecq avait rappelé en mars 2021 quels étaient les contours du plan Ambition Armée-Jeunesse 2022. Donc, quelques exemples très tangibles de ce que nous faisons pour la jeunesse. D'abord, renforcer le rôle social des lycées de la Défense. On a fait un point presse sur la thématique des lycées de la Défense. Vous vous souvenez que 15% des places sont réservées à des élèves boursiers. Nous avons en outre des classes préparatoires à l'enseignement supérieur. Alors, ce ne sont pas des classes prépa en tant que telles, ce sont des classes qui sont là pour préparer à la prépa. Nous allons augmenter de 10% le nombre de places offertes dans ces classes préparatoires à l'enseignement supérieur. Vous vous souvenez aussi qu'on a des classes de défense et de sécurité globale. Ce sont des classes souvent de collège en France qui sont jumelées, pour le dire un peu simplement, avec des régiments, une base aérienne, une base navale, avec des militaires qui se déplacent dans les classes, avec des visites de sites militaires. Et donc nous avons l'ambition de doubler d'ici l'année prochaine le nombre de ces classes de défense et de sécurité globale pour passer de 370 cette année en 2021 au double l'année prochaine. Il y a un dispositif que vous connaissez peut-être qui s'appelle les cordées de la réussite. Ce sont des élèves de grandes écoles qui se mettent au service d'élèves pour les faire monter en compétences au plan scolaire et leur permettre eux aussi d'accéder à des études supérieures quand ils sont de conditions défavorisées. Notre objectif, c'est qu'un quart des élèves des grandes écoles de la défense soient impliqués dans ces cordées de la réussite. Voilà, nous souhaitons avoir un œil tout particulier sur les élèves de 3e lorsqu'ils doivent faire des stages et donc ouvrir nos portes le plus largement possible, quand c'est possible, à des élèves de 3e pour qu'ils viennent faire leur stage de 3e chez nous. Et puis, évidemment, accompagner la montée en puissance du service national universel, voulu par le président de la République. Je rappelle qu'en 2021, il y aura 18 000 places ouvertes pour le SNU. Voilà, j'en arrive très rapidement au SMA et au SMV et je vais céder la parole aux deux intervenants.
Le SMV a été créé en 2015, a déjà formé près de 6000 volontaires dans un très grand nombre de corps de métiers, 50 métiers à peu près. Un taux d'insertion assez spectaculaire puisqu'il est de 70%. Le SMV, toutes les armées s'en sont saisies. Nous avons 3 régiments d'ancrage terre qui accueillent le service militaire volontaire, un centre d'ancrage marine et un centre d'ancrage air. Donc vraiment, c'est une manœuvre interarmée. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de recrutements. Le général Brulon y reviendra. 1500 recrutements en 2022 et la création d'une antenne à Marseille. Sur le SMA, donc, il ne vous aura pas échappé que le SMA a fêté ses 60 ans cette année. C'est un dispositif d'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire il y a à la fois un accompagnement social et à la fois des formations professionnelles qui sont dispensées à ces jeunes, avec là aussi un taux d'insertion qui est absolument spectaculaire, puisque 75% des jeunes qui quittent le SMA soit s'insèrent dans un emploi, dans la vie professionnelle, soit sont en poursuite de formation qualifiante. Et 60%, sous votre contrôle, mon colonel, s'insèrent dans un emploi durable, sachant qu'on part d'une situation où 43% des jeunes qui rejoignent le SMA sont illettrés. Donc ça montre un peu la force de cette fonction de transfert que constitue le service militaire adapté, mais c'est aussi valable pour le service militaire volontaire. Voilà, je ne voulais pas en dire plus, simplement vous rappeler que ce dimanche soir à 19h30 sur la chaîne parlementaire, il y aura justement un sujet consacré à ces questions, donc vous pourrez avec profit continuer à vous cultiver sur ces questions, mais je vais dorénavant céder respectueusement la parole au général Brulon pour nous parler du service militaire volontaire. Merci mon général. Merci pour ces mots d'introduction et puis cette présentation. Je suis le général Brulon, donc le commandant du SMV depuis maintenant près de 8 mois. Et c'est pour moi un vrai plaisir de venir vous présenter un dispositif qui est assez spécial dans les armées, ou qui en tout cas n'est pas forcément du cœur de métier, même si il est essentiel à toutes les fonctions militaires et qu'il rentre parfaitement dans la stratégie des armées. C'est ce que je vais essayer de vous présenter, à la fois au travers du décor, en vous disant un petit peu comment on est organisé, comment on fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le SMV, quels sont nos résultats, et puis je ferai un focus, comme le disait le porte-parole tout à l'heure, sur l'actualité du SMV, c'est-à-dire son extension à 1500 volontaires en 2022, et la mission qui lui a été confiée par le président de la République au mois de septembre de créer une antenne à Marseille pour 100 jeunes volontaires. Mais de belles images valant souvent mieux qu'un long discours, je vais d'abord commencer par un petit clip dont vous reconnaîtrez vraisemblablement les accents. Volontaire, c'est une décision librement choisie qui n'appartient qu'à vous. Reprendre confiance et avancer. Apprendre, agir pour son avenir. Le service militaire volontaire vous tend la main. Croyez en vous. Service militaire volontaire, armé pour l'emploi. Alors, vous le précisiez tout à l'heure, l'historique du SMV. Le SMV a été créé en 2015 sur à la fois un héritage qui est l'héritage porté par le service militaire adapté, qui fait ça depuis maintenant 60 ans et qui le faisait très bien dans les Outre-mer. Et l'idée en 2015, la date n'est pas neutre, puisque 2015, c'est bien évidemment dans la suite des attentats qui ont été perpétrés en France, l'idée d'aller exporter ce savoir-faire sur le territoire national et de le mettre au profit des jeunes les plus en difficulté sur le territoire national. Il y avait aussi, et il ne faut pas se cacher non plus, une volonté de rétablir quelque chose qui avait disparu avec le service militaire, qui était cette capacité de proposer aux jeunes les plus en difficulté une expérience à l'intérieur de l'institution militaire qui leur permette de réacquérir ou d'acquérir des standards qui leur permettront assez facilement, au travers de la discipline, de l'exemplarité, du savoir-être, d'aller chercher des emplois. Il a été élargi, alors c'est un dispositif qui était essentiellement terrestre au départ. En 2017, l'armée de l'air, la marine ont rallié le dispositif, chacun avec un centre. Il était placé sous la responsabilité de la secrétaire générale pour l'administration en 2017 et a vu sa phase expérimentale terminée en 2019 par la pérennisation du dispositif au sein de la loi de programmation militaire 2019-2025. Aujourd'hui, slide suivante, le SMV, c'est 5 unités sur 6 emprises, bientôt une 7e, 3 emprises terre, donc le premier régiment du service militaire volontaire qui est à Metz, qui
qui est un régiment historique, celui qui a été créé en 2015, avec une antenne à Châlons-en-Champagne, le deuxième qui est à Brétigny, le troisième qui est à La Rochelle, et le centre du service militaire volontaire de Brest, donc marine, qui est à Brest, et celui de l'armée de l'air qui est en Berry-en-Bugey, et qui ouvrira en janvier prochain une antenne à Marseille, qui est vraiment une excroissance du CSMV d'Ambérieu. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 350 personnels civils et militaires, essentiellement militaires, 353, pour un plan de recrutement en 2021 de 1200 volontaires stagiaires, qui est amené à croître, on en parlera tout à l'heure. Slide suivante. Le service militaire volontaire aujourd'hui, c'est bien à la fois une ambition d'insertion sociale et également territoriale. Vous parliez tout à l'heure de la présence du ministère des Armées sur les territoires. Nous travaillons de manière quotidienne, permanente, avec l'ensemble des autorités, essentiellement régionales, puisque c'est les autorités régionales qui portent sur le territoire métropolitain les responsabilités de formation et d'insertion professionnelle, mais également l'ensemble des acteurs de terrain qui nous permettent à la fois de former et d'insérer les jeunes qui nous rejoignent. C'est une formation humaine. C'est la plus-value qu'apportent les armées à ce dispositif. C'est vraiment cette capacité de savoir-être, la militarité qui est un des piliers du SMV, et également allier une formation professionnelle qui, à la différence du SMA, mais je pense que le colonel en parlera après, n'est pas réalisée en régie, mais est externalisée auprès d'organismes de formation professionnelle avec lesquels nous passons des accords et qui réalisent cette formation professionnelle, au sein de 300 heures de formation. Et enfin, c'est un dispositif qui existe non pas de manière supplémentaire par rapport à d'autres dispositifs d'insertion et de formation professionnelle, mais réellement de manière complémentaire, puisqu'on travaille en partenariat à la fois avec les prescripteurs. Les prescripteurs, c'est toutes les entités qui sont capables de guider les jeunes vers le service militaire volontaire. C'est Pôle emploi, c'est les missions locales, c'est un certain nombre d'associations sur le territoire national. Évidemment, les employeurs qui sont à l'autre bout du dispositif et qui recruteront nos jeunes et qui vont nous aider également au travers de leurs besoins et au travers de leur capacité de formation à pouvoir guider et à pouvoir organiser ce dispositif de la manière la plus efficiente, mais également les financeurs, puisque le dispositif a vocation aussi à mobiliser l'ensemble des aides, qu'elles soient nationales, régionales, mais également européennes, j'y reviendrai tout à l'heure, pour pouvoir doper, dynamiser et proposer à nos jeunes volontaires une qualité de formation qui sera encore supérieure. C'est un dispositif qui est labellisé, le label Calliope, qui est un dispositif, qui est un label de formation professionnelle et qui aujourd'hui assure des taux de résultats de 70% d'insertion. On reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure sur ce chiffre-là. Le parcours du volontaire stagiaire, slide suivante. Les jeunes entrent chez nous pour un stage qui va durer entre 8 et 12 mois. Pendant ces 8 et 12 mois, ils vont avoir 3 phases de formation. La première phase de formation, elle dure 1 mois, elle est centrale et essentielle, c'est la phase de formation militaire, pendant laquelle on va donner à ces jeunes une formation qui est la formation de base de l'ensemble des soldats qui rejoignent les armées, moins toute la formation au combat, puisqu'ils n'ont pas vocation à se retrouver dans des postes opérationnels. À l'issue de cette formation militaire, dans laquelle ils vont apprendre à se resituer, à faire fonctionner la dynamique de groupe et apprendre les statuts essentiels et les savoir-être essentiels, on va entrer dans une phase de 4 mois, qui est une phase de formation dite complémentaire. Dans cette formation complémentaire, on va essentiellement à la fois les former pour qu'ils réussissent le permis de conduire, puisqu'ils ressortiront en majeure partie avec un permis de conduire. On va également, pour ceux qui étaient le plus éloignés de la formation scolaire, leur donner une formation complémentaire et leur faire acquérir le premier niveau de l'éducation nationale, qui est le certificat de formation générale. Et puis ensuite, on va leur donner un certain nombre de briques qui leur permettront aussi d'être compétitifs sur le marché de l'emploi, de la formation de secouriste au travail et un certain nombre d'autres types de formations qui vont les aider à s'insérer. C'est aussi une partie dans laquelle on va leur redonner le goût à la citoyenneté au travers de missions d'intérêt général, au travers de missions citoyennes, puisqu'ils vont aller au service d'associations, dans des missions d'intérêt général mémorielles,
voir un petit peu et se confronter un petit peu à la réalité de la citoyenneté en France et réacquérir ces valeurs qui leur manquaient un tout petit peu. Au bout de ces 5 mois de formation militaire et complémentaire, les jeunes vont entrer en formation professionnelle pour 300 heures. 300 heures de formation, on n'a pas vocation à former de vrais professionnels avec 300 heures, c'est extrêmement court. Donc aujourd'hui, on essaye de valoriser ces formations au travers de partenariats, à la fois avec des organismes de formation qui ont la capacité de délivrer ces formations, mais également avec des employeurs, avec un échange, puisque aujourd'hui, énormément d'employeurs ont une capacité de formation professionnelle et prennent nos jeunes à la fois en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage pour pouvoir, au-delà de la formation qui est dispensée par le SMV, les faire entrer durablement dans l'emploi. À l'issue, les jeunes sont orientés, ils sont accompagnés et on les amène, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une formation de bout en bout et on va les accompagner 6 mois après leur départ du SMV en s'assurant que leur insertion dans l'emploi est une insertion de longue durée et qu'ils ont accès à l'ensemble des prestations que le SMV peut leur donner. Slide suivante. Quelques chiffres de bilan du SMV depuis 2015. Près de 6 000 volontaires formés. On en a formé cette année, on en a incorporé 1200. On est presque sur le chiffre, puisqu'il reste une incorporation à faire au début du mois de décembre qui nous permettra de dépasser légèrement les 1200. Vous voyez en dessous de ces 6 000 volontaires formés depuis 2015, quelques chiffres précis qui vous permettent de vous situer dans la vocation du SMV. 42% de non-diplômés, 24% d'illettrés, donc on est réellement dans une mission de formation et d'insertion sociale. 19% de jeunes venant de quartiers dits défavorisés. Alors, c'est les quartiers urbains, quartiers prioritaires de la ville ou zones de restructuration rurale, qui est un chiffre qui est assez faible. Et on essaye d'agir justement sur ce chiffre-là pour remonter cette tendance, puisque aujourd'hui, on constate qu'on a assez peu de jeunes qui nous rejoignent de ces zones-là et qu'on a un effort assez fort à faire dessus. 70% de réussite au permis B, ce qui là aussi est un taux extrêmement intéressant. 5% de jeunes qui viennent et qui rejoignent le SMV avec un passé de délinquance, entre guillemets. Donc on les prend avec un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Et aujourd'hui, on travaille dans le cadre d'un partenariat qui a été lancé entre le ministère de la Justice et le ministère des Armées à consolider le partenariat qu'on a avec la protection judiciaire de la jeunesse pour pouvoir flécher justement de jeunes qui ont eu un parcours un peu compliqué avant d'arriver à l'âge de 18 ans, et qui peuvent rejoindre le SMV. Enfin, un budget qui est cette année d'un peu plus de 45 millions d'euros, avec essentiellement une part importante de rémunération, de T2, qui est la rémunération des personnels civils et militaires à l'intérieur du dispositif. Une acquisition cette année de fonds sociaux européens, puisque le SMV est éligible à ce type de fonds, ce qui va nous permettre de doper le mode de fonctionnement et de réaliser un certain nombre de grands projets. Et puis également une part de financement de la formation professionnelle, puisqu'aujourd'hui 90% de la formation professionnelle qui est réalisée au SMV est financée par des crédits régionaux. Donc on s'appuie bien sur l'ensemble des prestataires. 50 métiers dans lesquels on forme nos jeunes, 50 métiers qui sont aussi variés que les métiers de la sécurité, de la logistique, de la restauration, mais également des filières qui sont très typées régionalement. À La Rochelle, on est en train d'ouvrir des filières qui sont totalement destinées aux industries nautiques. On est vraiment sur des zones. La Rochelle est également une zone dans laquelle l'horticulture est quelque chose d'important, donc on fait aussi des fleuristes, etc., etc. Et on essaye aujourd'hui d'avoir des filières d'insertion professionnelle qui correspondent réellement à la fois aux besoins des entreprises, mais également aux aspirations des jeunes, de manière à pouvoir leur proposer des choses dans lesquelles ils ont envie de s'engager. Slide suivante. 2 points donc sur l'avenir du SMV. Le premier, c'est la montée en puissance en 2022, puisque là, Florence Parly a demandé en 2020 à ce que l'on puisse atteindre 1500 volontaires en 2022. Au-delà de la montée en gamme et de la montée en chiffres de l'ensemble des unités, on a bien une réflexion sur le fond, à la fois ce que je vous disais tout à l'heure, sur la mise en adéquation des aspirations des jeunes et des formations proposées,
Ça ne sert à rien d'ouvrir des formations dans lesquelles les jeunes n'ont pas envie de s'intégrer, parce qu'on aura beaucoup de mal à les recruter. Donc on essaye de trouver justement des formations dynamiques et des formations qui vont attirer les jeunes, ou de valoriser à l'intérieur d'un certain nombre de métiers le passage au sein du SMV. On fait du BTP avec différentes entreprises qui, parce que nos jeunes ont acquis le permis de conduire et parce que nos jeunes ont eu cette formation morale et cette formation de savoir-être, vont proposer non pas des emplois de coffreurs brancheurs dans le BTP, mais des emplois de conducteurs d'engins ou de chefs d'équipe. Donc on a une capacité effectivement de doper l'engagement de nos jeunes. On essaye d'identifier des filières plus courtes, en gardant bien notre cœur de métier qui est la formation militaire et la formation complémentaire, et en réduisant la part de formation professionnelle pour la déléguer aux employeurs futurs. Et enfin, parce qu'il faut qu'on ait un recrutement qui soit un peu équilibré. Quand vous faites aujourd'hui la carte du SMV, vous voyez qu'au-delà d'une ligne qui va de La Rochelle à Ambérieu, il n'y a pas de dispositif. En tout cas, le dispositif est moins présent. Et donc, il faut qu'on aille chercher dans les zones dans lesquelles aujourd'hui on est moins visible des jeunes pour pouvoir leur proposer de rejoindre le SMV. C'est une réflexion qui porte à la fois sur le sud de la France, ça porte également sur la région Hauts-de-France, ça porte également sur le centre Val-de-Loire, la Normandie, bien évidemment l'Occitanie et en particulier maintenant également PACA avec, slide suivante, l'ouverture d'une antenne à Marseille pour 100 jeunes volontaires que le président de la République a inclus dans son plan Marseille en grand. La réflexion qu'on a sur cette antenne et qui fait un petit peu varier le mode d'équilibre du SMV aujourd'hui, ce n'est pas d'ouvrir une antenne ou d'ouvrir un régiment du service militaire volontaire dans le sud de la France, mais c'est bien de profiter des infrastructures qui ont déjà été créées dans les autres régiments pour pouvoir faire la partie de formation militaire, la partie de formation complémentaire dans les unités qui existent déjà, et ramener les jeunes en fin de formation pour faire leur formation professionnelle au sein d'une antenne de formation professionnelle à Marseille. Voilà, ce qui nous permet d'avoir à la fois une unité qui est au plus près du terroir dans lequel on va aller chercher les jeunes et du bassin dans lequel ces jeunes vont vouloir aller s'implanter, et également de faire ça en économisant les ressources du ministère des Armées, en particulier les ressources en personnel. Les 41 premiers jeunes volontaires ont été recrutés. Ils sont à Ambérieu et à Brétigny depuis quelques semaines. Et ils ont commencé leur formation militaire. Ils reviendront au début du printemps à Marseille pour faire leur formation professionnelle. Et on aura une deuxième promotion qui sera recrutée en avril pour compléter et amener, je l'espère, le volume de jeunes recrutés à Marseille à 100 jeunes volontaires, comme le président de la République nous a engagés à le faire. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser, peut-être après que le colonel Morel ait présenté le grand frère. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le colonel Julien Morel, le chef des opérations du service militaire adapté. Plus que le grand frère, je dirais le cousin, mon général. Parce que nous avons, et je vous remercie d'avoir présenté de nombreuses choses, parce que les similitudes sont très grandes entre nos deux dispositifs. On va débuter tout d'abord avec un petit film qui va vous donner les éléments historiques du SMA.
Alors, comme vous avez pu le voir, c'est l'anniversaire des 60 ans du SMA cette année, donc c'est un âge de la maturité, mais nous ne sommes pas prêts de prendre la retraite, qui va s'éloigner progressivement, que nous n'apprendrons pas à 60 ans en tout cas. Le dispositif est assez singulier, je peux en témoigner. J'ai eu la chance de commander le régiment du service militaire adapté de La Réunion durant les 3 dernières années, de 2018 à 2021. Et je peux vous assurer de cette expérience que je suis persuadé que nous avons changé des vies, que nous avons sauvé des vies, parce qu'on a des jeunes qui changent en passant dans nos dispositifs, que ce soit le service militaire adapté ou le service militaire volontaire, qui changent, qui ne sont plus les mêmes après être passés dans nos dispositifs. C'est ça notre force. Bon, ce dispositif a été natif de 1961, donc créé par le général Nemo pour faire un service militaire autrement dans les Outre-mer, car il y avait un besoin d'une part de formation professionnelle et d'autre part d'aménagement du territoire. Donc ce dispositif a mûri avec le temps durant ces années. D'ailleurs, c'est adapté à son environnement, c'est marqué même sur notre bras gauche et on en a même pris le nom. Donc on a pu évoluer dans le temps jusqu'à aujourd'hui être non pas un incubateur, mais en faisant évoluer nos jeunes jusqu'à les faire changer, à les développer autrement. Nous sommes aujourd'hui à 6000 jeunes qui sont accueillis dans les 7 départements et territoires ultramarins. Car en 2008, le président Sarkozy avait fait le choix d'augmenter, de doubler le volume des nombres de volontaires accueillis dans nos dispositifs. Aujourd'hui, c'est surtout le cadre structurant, la bienveillance, mais aussi tout ce qui a été présenté par le général Brulon précédemment, qui structurent nos dispositifs et qui leur permettent d'aller vers la réussite. Aujourd'hui, nous avons une approche assez globale et nous sommes en permanente évolution de notre dispositif. Planche suivante, s'il vous plaît. Donc ce projet en constante évolution nous a amené à bâtir le plan SMA 2025 qui s'est même depuis peu renforcé vers un plan 2025+, non pas pour faire plus de services militaires adaptés, mais pour faire encore mieux du service militaire adapté, en agissant sur la partie plus sociale, psychologique de nos jeunes, car très souvent les jeunes qui nous rejoignent ont eu des difficultés et sont éloignés de l'emploi. Et c'est à travers ces dispositifs que nous ramenons nos jeunes avec entre 75 et 80, voire 90% sur certains territoires d'insertion à l'issue du passage dans le dispositif. Donc nous allons améliorer les savoir-faire de base, lire, écrire, compter et aussi participer à l'accession au numérique, parce que nos jeunes savent utiliser un téléphone mobile pour aller sur Instagram, sur TikTok, mais ont plus de difficultés à remplir un formulaire pour répondre à l'administration, car lorsqu'on a 43% d'illettrés non rang, il est largement plus dur de réussir dans la vie et de se lancer par la suite. On a également aujourd'hui l'ambition de pouvoir offrir à tous nos volontaires, l'accès au permis de conduire, en augmentant également le taux de réussite en passant plus de temps avec eux pour qu'ils puissent réussir. Aujourd'hui, notre devoir est l'individualisation, la connaissance de chacun pour justement avoir une insertion qui soit durable. Monsieur le porte-parole, vous l'avez précisé tout à l'heure, plus de 60% des jeunes qui passent aussi dans le dispositif ont une insertion qui est durable. Donc, vont reprendre une formation professionnelle, vont pouvoir finalement remonter cette marche vers la réussite, cette petite première marche qui leur manquait, ou sinon retrouver un emploi direct malgré la difficulté de l'emploi en Outre-mer où 50% de la jeunesse des moins de 25 ans sont très souvent au chômage. Donc tous ces outils nous permettent au niveau d'une plateforme territoriale de réussir et nous avons même inséré des psychologues dans nos dispositifs pour être à l'écoute de nos jeunes, mais également former nos cadres à savoir écouter et détecter les difficultés de notre jeunesse. La planche suivante, s'il vous plaît. Donc cette année, comme nous l'avions précisé, c'est l'année mémorielle, donc 60 ans, un âge d'une certaine maturité, mais qui nous a aussi permis de lancer différents défis, parce qu'en cette période qui est troublée, liée notamment à la crise Covid-19, qui a largement touché les Outre-mer et à des moments différents, et aujourd'hui, quelques territoires ultramarins en sortent à peine, notamment les Antilles. Nous sommes lancés vers différents défis qui nous ont permis de relancer notre action. Et nous avons pu fêter cette semaine au ministère des Outre-mer les 60 ans du SMA en présence du ministre des Outre-mer, de la ministre déléguée à l'Emploi. Donc je vais vous présenter un défi qui m'est cher pour l'avoir porté à La Réunion, qui était une œuvre. On a embarqué finalement des artistes, des peintres, des métalliers, avec nos jeunes pour pouvoir leur montrer aussi qu'on pouvait réussir différemment. Qu'on pouvait réussir parce que nous portons les valeurs militaires, nous portons les valeurs de la France, mais également qu'ils pouvaient ouvrir leurs esprits et pouvoir voir autre chose. Est-ce qu'on peut voir le film, s'il vous plaît ?
envoyer cette main, cette main était le symbole d'une main ouverte, d'une main tendue, d'une main qui pousse, une main qui soutient. Donc les jeunes l'ont fait dans cet esprit-là et l'ont fait avec grand bonheur. Nous avons également réalisé un livre de poèmes avec des jeunes qui étaient illettrés. Nous avons pu faire aussi une fresque sur des murs. Certains régiments ont réalisé un food truck, d'autres les ont emmenés en bateau, les ont fait plonger. En fait, on a fait avec des jeunes qui semblent peut-être parfois ordinaires, des choses assez extraordinaires pour eux, et on a pu les faire rêver. Donc nous avons encore quelques agendas pour pouvoir vous embarquer dans la vie du SMA. Actuellement, quelques jeunes sont présents à Paris pour cet anniversaire. Donc ce soir, nous raviverons la flamme sous l'Arc de Triomphe avec ces jeunes-là. Il y aura effectivement la diffusion du documentaire des 2 dispositifs SMA SMV sur LCP le 21 novembre. Le 8 décembre, une avant-première sur un 52 minutes sur le SMA qui sera diffusée le 16 décembre sur France 3. Et enfin, le 13 décembre, une exposition qui sera réalisée dans les jardins du Sénat jusqu'au 3 janvier. Si vous le souhaitez, je peux répondre à vos questions, peut-être avec vous, mon général. Oui, bonjour, Patrick Sauze, BFM TV. Ma question s'adresse à vous, mon général, mon colonel. Je voudrais savoir comment se passe très concrètement le recrutement. J'imagine que pour que ce soit le volontaire ou adapté pour le service militaire, on ne se cantonne pas à avoir un bus, des drapeaux, l'armée de terre recrute. Ce sont des gens qu'il faut aller un petit peu chercher, vous parliez de fracture numérique, forcément ils n'ont pas forcément accès au site internet. Donc comment ça se passe pour aller chercher ces jeunes et quelles sont les difficultés? Vous parliez, mon général, de certaines zones encore difficiles à capter. Pourquoi? Alors, vous avez totalement raison. Alors, je laisserai peut-être le colonel Morel répondre sur les spécificités outre-mer, mais notre défi, c'est bien de recruter. L'insertion, aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle il y a nombre d'emplois, et on a nombre d'employeurs qui vont nous proposer un certain nombre de débouchés. On n'a aucune difficulté à insérer. Quand on affiche 70% d'insertion, c'est pour différentes raisons. La première, c'est qu'on fait une insertion sur titre. Donc, on attend que les jeunes nous amènent leur titre de recrutement, leur contrat de travail. Les jeunes, quand ils quittent le SMV, 5 minutes après, ils sont dans un autre monde. On a du mal à les chercher. Donc, on pense qu'on a un taux d'insertion qui est beaucoup plus important. Notre vrai défi, notre vrai combat, c'est d'aller les recruter. D'aller les recruter avec l'ensemble des partenaires qui travaillent avec la jeunesse. Et c'est là où toute la notion de partenariat et de travail combiné prend son sens. Pôle emploi, les missions locales, et puis tous les acteurs associatifs. Et puis, c'est également la capacité de pouvoir les intéresser, c'est-à-dire leur proposer une formation qui va les motiver pour venir. Une rémunération, ce sont des volontaires, ils sont rémunérés au titre de ce volontariat 323 € par les armées. Parfois, ils ont des aides régionales complémentaires. Et puis également leur proposer des parcours professionnels, ou en tout cas des métiers dans lesquels ils vont se sentir totalement volontaires et totalement intéressés. Aujourd'hui, on a des difficultés effectivement à atteindre un certain nombre de zones. D'abord parce qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude d'y être identifié. Et donc on travaille beaucoup aujourd'hui en partenariat, j'étais à Marseille hier soir, avec toutes les associations de quartier qui ont la capacité justement d'aller voir les jeunes. À Marseille, on travaille également avec des acteurs sociaux. On travaille également avec les marins-pompiers de Marseille, qui ont une connaissance très précise de l'ensemble des quartiers, qui nous permettent effectivement d'aller auprès de ces jeunes. Après, il y a toujours un réflexe. Alors, il y a une partie de la jeunesse qui ne viendra pas chez nous parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle est prise en compte par d'autres dispositifs. On n'a pas vocation non plus. On est sur 1500 volontaires. On est quand même sur une frange qui est la frange la plus nécessiteuse. Et puis après, il y a des jeunes qui ont plus de difficultés à s'imaginer dans un environnement militaire. Et pour cela, ce qu'on peut leur faire comprendre, c'est que c'est justement l'occasion, et la bonne occasion, de quitter leur environnement et d'aller voir autre chose et de pouvoir justement sortir de cet environnement et de pouvoir reprendre une socialisation, une formation professionnelle et le chemin vers une vie. Et on a à l'intérieur de nos régiments, nos centres, des jeunes qui sont effectivement dans ce schéma-là. Voilà, c'est pour ça qu'on a une ouverture et c'est pour ça qu'on a des critères de recrutement qui sont plus souples que ceux traditionnels des armées, à la fois en termes de sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on prenait 5% de jeunes qui avaient un B2 qui n'était pas vierge, mais également en termes de recrutement physique, de caractéristiques physiques. Évidemment, on recrute nos jeunes sans aucun diplôme, sans exigence de diplôme, mais après un entretien qui nous permettra de voir si l'alchimie qu'on va créer entre tous ces jeunes qui viennent d'horizons très différents, il y a des décrocheurs scolaires, il y a des décrocheurs sociaux, il y a des décrocheurs familiaux. On peut être décrocheur
avec un BTS, ça existe, on en a, parce que ce sont des jeunes qui ont complètement baissé les bras et qui ont une formation qui leur a pas servi à s'insérer et qui viennent chez nous pour qu'on les remette dans le rail. Voilà. Et donc on a vraiment des jeunes qui viennent de différents horizons avec différents passés et qu'on essaye justement au travers de cette pédagogie de remettre en groupe et de remettre dans un mouvement positif. Je compléterai ce que dit le général parce que pour le service militaire adapté, nous sommes exactement la même configuration. Nous utilisons des prescripteurs pour le recrutement, que ce soit les missions locales, pour l'emploi. C'est un véritable défi le recrutement parce que aussi il y a des zones plus grises, on va dire, dans les Outre-mer. Quand vous êtes sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, c'est plus délicat. Quand vous êtes au fin fond d'un archipel dans les Tuamotu, pour avoir la connaissance du dispositif, c'est toujours délicat. Et nous nous sommes aperçus que finalement, ceux qui connaissaient peut-être moins le SMA, c'était la tranche de la jeunesse des 18-25 ans qui pouvait être concernée par les dispositifs. Alors aujourd'hui, le SMA touche 13% globalement d'une classe d'âge outre-mer, ce qui fait qu'on a plus de 120 000 jeunes qui sont passés, mais aujourd'hui, ils sont un peu moins jeunes depuis 60 ans. Donc très souvent, il y a quelqu'un de la famille, il y a quelqu'un qui peut les conseiller. Donc le bouche-à-oreille le fait. Et nous allons aussi sur des dispositifs un peu différents. Donc sur les réseaux sociaux, nous avons employé des influenceurs, dans certains cas, utilisé les langues locales. Également, finalement, avec les bailleurs sociaux, tout le monde paye une facture d'électricité. Donc quand vous recevez une publicité à travers un bailleur social, on essaie d'innover, d'essayer de se rapprocher d'un public, les gardiens d'immeubles aussi, qui étaient un de nos relais, de trouver des relais parce que nous ne pouvons pas être partout en permanence pour présenter les dispositifs. Mais le recrutement est un véritable enjeu parce que nos jeunes sont volontaires. Et c'est vraiment une jeunesse admirable parce que venir rejoindre le SMA ou le SMV, se lever à 4h30 du matin, se coucher à 21h en supportant des militaires, je dirais que c'est pas évident. Bonjour, Franck Cognard à France Info. J'ai une petite question, mais qui concerne peut-être plus le SMA parce qu'il a plus de recul. Est-ce que vous avez, au-delà des parcours de ceux qui s'en sortent, qui vous qualifiez d'exemplaires, mais des parcours extraordinaires au sein de vos deux institutions que vous aimeriez donner en exemple comme ça ? Oui, il y a des success stories. On a vraiment des très très belles histoires dans nos jeunes. Je peux prendre l'exemple d'une jeune femme finalement qui est rentrée chez nous comme volontaire stagiaire. Alors, c'était en Polynésie française il y a quelques années. Elle nous a quittés, elle a passé un diplôme de formation, puis finalement elle est revenue. Et dans ce diplôme de formation, elle est devenue enseignante chez nous. Puis ça ne lui suffisait pas, donc elle est repartie. Maintenant, elle est professeure des écoles. Donc pour quelqu'un qui a vraiment rejoint le dispositif avec des difficultés sociales, familiales, finalement de pouvoir s'installer, créer une famille. Mais des histoires comme ça, on en a de nombreuses, parce que de mon expérience de chef de corps, finalement la première année, je les avais avec moi. La troisième année, je les retrouvais et ils se mettaient au garde à vous dans la rue en se présentant, ils nous racontaient leurs histoires et on en trouve encore. Et c'est vraiment on en a quelques-unes. Alors, dans le temps, oui, il y a eu la période avant 1997, suspension du service militaire. Donc, c'était des gens qui faisaient leur service militaire, donc qui ont progressé. Il y a même des hommes politiques qui sont passés au service militaire adapté à cette époque. Je pense des hommes politiques locaux ou aujourd'hui des grands entrepreneurs. Mais aujourd'hui, depuis les années 2000, ils sont en train de mûrir et j'ose croire qu'ils vont occuper des belles fonctions. On en a moins, et tu l'as cité, parce qu'on a effectivement moins de recul. Maintenant, on a des jeunes qu'on commence à voir émerger, en particulier dans un certain nombre de filières, parce qu'ils ont suivi des voies d'excellence. La voie d'excellence, pour nous, c'est remettre les jeunes dans un cursus de formation, en général dans des CFA, avec des jeunes qui décident, au-delà de ces 300 heures de formation professionnelle, de reprendre un cursus. Et de reprendre un cursus de bac pro, voire après de BTS, et qui derrière vont déboucher. Alors nous, on les cultive parce que c'est vraiment aussi pour nous de très bons exemples pour nos jeunes. On les fait monter. On a maintenant un peu plus de 6 ans d'expérience. On a des jeunes qui aujourd'hui, dans les villes dans lesquelles on est implanté, en particulier dans les filières restauration, sont arrivés à des niveaux d'excellence. Il y en a à Metz, dans la Citadelle, qui est le meilleur restaurant de Metz, pour ceux qui connaissent un petit peu. On a le sommelier, qui est un jeune du SMV, et 2 serveurs. Voilà, on est allé dîner l'autre soir, on était servis par nos volontaires, c'était magnifique. On a été, voilà, c'est des belles expériences et c'est des choses dans lesquelles on voit revenir les jeunes volontaires. Et ensuite, on essaye justement de les valoriser au regard de leurs jeunes camarades, à la fois pour servir d'exemple, et
puis aussi pour les tirer vers l'avant, hein, parce que quand ils ont des crises de morale, ils ont aussi besoin de voir que tout ça, ils le font et que ça va déboucher sur quelque chose de concret. Voilà, maintenant, si tu veux des bons clients, j'en ai. Pour faire un reportage, il n'y a pas de souci. Mon général, bonjour. Christophe Villon pour le magazine Airfan et Défense Expert. Je travaille aussi, moi, dans les questions nationales, donc je connais bien un peu la gestion de nos chers jeunes. 2 questions. Première question, est-ce que vous avez aussi peut-être des freins des familles lorsque un de leurs enfants veut soit s'engager dans le SMA ou donc dans le service militaire volontaire? Deuxième aspect aussi de ma question, est-ce que d'autres formations comme celles que vous proposez existent au niveau européen? Ou est-ce que nous avons innové? Je vous remercie. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, en général, je ne les ai pas cités, mais un de nos prescripteurs, c'est aussi l'environnement familial. Voilà. Et aujourd'hui, ça revient aussi sur la question qu'a posée Franck Cognard tout à l'heure. On a aussi les jeunes qui sont sortis du SMV qui font venir les petits cousins et les petits frères, en leur disant « moi je m'en suis sorti, tu peux y aller aussi ». Voilà, donc on a généralement assez peu de freins familiaux. Et en règle générale d'ailleurs, les familles ont fait à la fin du premier mois de formation militaire ce qu'on appelle la remise des calots. Et on y convie, heureusement la période nous permet de le refaire, on a été obligé pendant la période du Covid d'arrêter, on y convie les familles. Et ce qui est frappant, c'est de voir le témoignage de ces pères, de ces mères, de ces frères, de ces cousins, parce qu'il y a des structures extrêmement diversifiées, qui disent, parfois pour certains, c'est la première fois que je suis fier de mon fils, de ma fille, de ma cousine, etc. Et on a ce retour, voilà, cette transformation en un mois qui s'est réalisée sous le regard des familles. Ça, c'est la première partie. Et donc les prescripteurs familiaux sont aussi également importants. C'est pour ça qu'on essaye aussi de les toucher. Sur la deuxième partie, je pense que le service militaire volontaire et le service militaire adapté, c'est des spécificités très françaises. Parce que c'est l'histoire de notre service national, sous une forme qui a évolué, qui a été transformée, après la suspension du service militaire. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait logique dans le rapport que l'on peut entretenir. Donc au niveau européen, je n'ai pas été faire le détail, ça pourrait être intéressant effectivement peut-être de le faire, mais je ne pense pas qu'il y ait un dispositif qui soit comme celui-là. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a d'autres dispositifs nationaux qui font le même travail? Je pense en particulier aux EPID. Les EPID sont un dispositif qui est à peu près sur la même logique, mais qui ne fonctionne pas totalement de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insertion professionnelle et il n'y a pas de formation professionnelle dans les EPID. Et là où je vous disais tout à l'heure qu'on ait des dispositifs complémentaires, c'est qu'on essaye de travailler, enfin, c'est pas qu'on essaye, on réussit à travailler avec les EPID de manière à ce que les jeunes qui sont en EPID puissent avoir une logique de formation professionnelle dans le SMV après. Et donc de combiner effectivement nos parcours, d'identifier nos jeunes, de manière à ce que le travail qui a été réalisé, peut-être un peu plus large par les EPID, sur des jeunes qui sont parfois plus jeunes, les EPID maintenant rouvrent et vont rouvrir à 16 ans, puissent être valorisés au travers de leur parcours ou d'un parcours au sein du SMV pendant, là encore une fois, les EPID c'est 3, parfois 4 ans, nous c'est une année, pas plus. Pour rester dans l'histoire de la famille, est-ce que au SMA, puisqu'il a 60 ans, il y a des espèces de dynasties familiales, entre guillemets? Nous avons des dynasties familiales. Pour en avoir rencontré, effectivement, d'avoir le papa qui avait servi et qui envoyait son fils en lui disant, comme l'évoquait le général tout à l'heure, c'était la seule chance de t'en sortir. Et c'est là où on voit, quand je vous disais tout à l'heure, de façon peut-être simpliste, hein, on change des vies, on sauve des vies, qui nous disent, sans vous, on n'y serait pas arrivé, en fait. Sans vous, on n'y serait pas arrivé. Et j'ai vu des mamans nous remercier le Com SMA une fois, dans le cadre du bac pro numérique que nous avons monté en lien avec l'armée de terre. Donc nous avons fait un bac pro numérique qui a vocation à intégrer par la suite, des jeunes ont vocation à intégrer l'armée de terre à l'école de Saint-Mexan. Je lui ai dit, mais vous avez changé ma fille. Moi, je ne savais plus comment faire. Donc on restructure, oui, on approche différemment, on redonne des cadres qui sont les nôtres, ceux qui nous ont fait grandir aussi au sein de l'institution. On redonne ces codes et ces valeurs qui nous ont portés. Et aujourd'hui, ils les rejoignent volontairement
Alors, parfois avec un peu de réticence, mais finalement avec bonheur à la fin. Et très souvent, quand le papa, le cousin, la grande sœur, on a des dynasties familiales dans toutes les régions où j'ai pu visiter. Il y a parfois plusieurs personnes de la même famille. Oui. Merci. J'ai une double question sur l'après-SMA ou SMB. Je voudrais savoir déjà quel taux de volontaires ou de personnes qui font le SMA rempilent et partent dans la carrière ou sous contrat. Puis pour ceux qui partent dans le civil, est-ce qu'il y a un lien quelconque qui se poursuit? Vous m'aviez parlé de success story, notamment en restaurant à Metz, mais voilà, pour les gens plus lambda, je dirais, est-ce que vous continuez de les suivre d'une façon ou d'une autre? Alors, il y a un chiffre que je ne vous ai pas cité, qui est un chiffre de 4%. Ce 4%, c'est le chiffre des jeunes volontaires qui intègrent les armées à l'issue de leur parcours au SMV. C'est un chiffre qui est faible. Mais c'est logique, parce que le dispositif n'a pas été créé pour faire du recrutement. Ce n'est pas le but. Et puis, les jeunes que l'on reçoit sont aussi des jeunes qui, finalement, sont souvent, soit physiquement, soit moralement, soit intellectuellement, en dessous du niveau que les armées exigent pour pouvoir les recruter. Donc, ils n'ont pas vocation, naturellement, à entrer là-dedans. Je ne suis pas rentré dans le détail. On a deux catégories de volontaires. On a des volontaires stagiaires, 88% de nos jeunes, qui viennent qui ont choisi cette formation professionnelle et qui sont en voie d'insertion. Et on a des volontaires experts, qui sont des jeunes qui ont un bagage un peu plus important et qui, eux, vont servir de petit encadrement. Ça existe de la même manière avec des volontaires techniciens pour le SMA. Ces jeunes-là, eux, ont toute vocation, pour le coup, à rejoindre les armées. Et c'est d'ailleurs souvent des jeunes qui ont été fléchés par les CIRFA, soit parce que le régiment dans lequel, l'unité dans laquelle ils voulaient s'engager n'avait pas de place disponible, soit parce qu'on les avait trouvés un petit peu faibles, et on les a fléchés vers le SMV en leur disant « va faire une année au SMV, fais tes preuves, et si ça marche, tu reviendras ». Et eux, effectivement, à 40% aujourd'hui, ont vocation à rejoindre les armées. Voilà. Les jeunes qui rempilent, pour ces jeunes-là, ce sont des volontaires des armées. Ils ont un contrat de 1 an, renouvelable 4 fois, donc on peut les amener jusqu'à 50 services. Voilà. Mais on n'a pas de jeunes, on a assez peu de jeunes qui vont faire une carrière militaire dans la foulée, même s'il y en a quelques-uns, et même si on intègre ce qu'on appelle des ultérieurs, souvent d'ailleurs des jeunes qui sont sortis du SMV et qui sont allés faire une première expérience dans le civil et qui ont pris le virus et qui se disent en fait j'étais quand même très bien dans les armées et vont ensuite repasser la porte d'un CIRFA pour repartir dans les armées. Ceux-là, on les comptabilise moins parce qu'on n'a pas forcément le retour à la visualisation là-dessus. C'est plus compliqué, pour répondre à la deuxième partie de votre question, plus compliqué pour nous aujourd'hui d'avoir justement cette identification. On travaille avec le CNRS justement pour aller rechercher les cohortes les plus anciennes et pour commencer à avoir un suivi historique. Mais les jeunes sont des zappeurs, c'est-à-dire qu'ils passent d'une expérience à une autre expérience et quand l'expérience est terminée, ils font foin du passé et pendant au moins un certain temps, ils ne reviennent pas sur cette expérience-là. Plus tard. C'est générationnel ou... Alors je pense que c'est générationnel et ça reviendra plus tard, mais je pense que nous aussi, de temps en temps, on a aussi cette capacité à partir dans autre chose et puis à plus trop penser à ce qu'on avait fait avant. Ça revient après. Ça revient après parce qu'il y a une certaine forme de nostalgie qui va s'établir. Et je pense que ça doit être beaucoup plus prégnant au SMA. Il y a une certaine forme de nostalgie qui s'établit et les jeunes reviennent. En tout état de cause, tous les jeunes qui ont une expérience au SMV en gardent un souvenir. Et alors, le colonel citait tout à l'heure quelques exemples. Premier passage à La Rochelle, le chef de corps m'a donné une carte postale, qui était la carte postale d'une mère qui disait tout le bien qu'elle pensait du service militaire volontaire, qui avait sauvé la vie de son fils, qui avait trouvé un emploi, qui était maintenant inséré et qui était parti dans une nouvelle vie. Je dis, c'est très bien, un très beau témoignage, c'est magnifique. Et le chef de corps me regarde et me dit, ouais, mais lui, il a fait 3 semaines, on l'a viré au bout de 3 semaines, parce que franchement, on n'en pouvait pas. Même au bout de 3 semaines, on avait réussi à lui donner au moins cette référence, ce virus. Il avait pris conscience qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour lui et il s'en était sorti. Une dernière question. Est-ce que vous avez du mal à trouver des entrepreneurs, des entreprises qui accueillent les jeunes que vous remettez sur le chemin? Est-ce qu'il y a un vrai démarchage de ce côté-là? Est-ce que vous n'êtes pas prisonnier, entre guillemets, d'entreprises qui sont un peu fanamili ou qui ont une connaissance du monde militaire? Que vous voulez.
Concernant le tissu des entreprises ultramarines, c'est très souvent un tissu de TPE ou PME. Donc il y a de la connaissance, il y a forcément une connaissance du SMA qui a un rayonnement qui est quand même assez important, mais il n'y a pas de contingence ni d'obligation vis-à-vis de ces entreprises. Le dispositif du SMV est différent parce que vous avez des grands partenariats qui sont bien plus grands que les nôtres avec le tissu économique ultramarin. Voilà. Alors, pas du tout. J'étais à Marseille hier soir avec l'UPE 13, donc, qui est l'Union des petits entrepreneurs, qui est une partie du MEDEF Bouches-du-Rhône, qui nous disait 100, c'est bien, mais nous, notre besoin, c'est pas 100, c'est 10 000. Voilà, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Donc, on n'a absolument aucune difficulté à trouver des employeurs. Là où c'est plus compliqué, c'est de trouver des employeurs dans des secteurs dans lesquels les jeunes ont envie d'aller. Parce qu'aujourd'hui, on a une crise, effectivement, il y a énormément d'emplois qui sont disponibles dans des secteurs dans lesquels les jeunes ne veulent pas s'engager, pour tout un tas de raisons. Et il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui, à la fois sur l'attractivité des métiers, sur ce qui fait qu'on reste dans son emploi, etc. Les entrepreneurs, c'était le cadre de la discussion qu'on avait hier avec les entrepreneurs, c'était vraiment comment on fidélise. Aujourd'hui, le SMV a des grands partenaires. On a commencé l'expérience avec des sociétés assez importantes, Eurodisney, la SNCF, des partenaires de forte amplitude qui nous prenaient des vagues assez importantes de jeunes. On a un peu déchanté avec le Covid. Quand Eurodisney est fermé pendant 2 ans, on a un gros trou dans le recrutement. Donc on a essayé de diversifier nos types de formation et nos types d'employeurs pour aller plus vers les PME, qui ont eu un vrai dynamisme. Et aujourd'hui, on travaille en lien avec des entreprises, mais dans une logique gagnant-gagnant. Je citais NGE tout à l'heure. NGE, c'est le 4e groupe de BTP français, c'est un consortium de bâtisseurs. On a réfléchi l'ensemble de l'ingénierie de formation avec leurs capacités, c'est-à-dire qu'on va faire la partie tronc commun, 5 mois de formation, au profit de nos jeunes, formation militaire, formation complémentaire. Et ensuite, on va faire une toute petite partie de formation professionnelle. Et NGE recrutera les jeunes en contrat de professionnalisation et en contrat d'apprentissage. Donc on les insère et on a une certitude que cette insertion sera durable. On fait pareil avec Transdev, qui aujourd'hui recrute des jeunes avec le permis de conduire pour les transformer en conducteurs de transport en commun. Les besoins sont énormes. Vous avez le sentiment que le côté, ils sont passés par les militaires, l'autre côté, ils viennent de cités sensibles et potentiellement ils ne vont pas être à l'heure. C'est pas le côté. Oui, mais c'est ça. C'est pas le côté ils sont passés par chez les militaires. C'est le côté ils vont revenir demain, ils sont polis, ils savent s'adresser aux gens et surtout ils se lèvent à l'heure, ils sont là à l'heure et ils disent merci. C'est exactement ça. On leur a donné du savoir-être. Et ça, pour un employeur, c'est l'Éden. Il faut d'ailleurs parfois qu'on soit nous-mêmes attentifs à ne pas être prisonniers justement de cette attractivité et de cette recherche, de manière à pouvoir dire non à un certain nombre d'entrepreneurs qui sont pas du tout cœur de métier. Maintenant, pour les Fanamily, moi je ne travaille pas du tout avec la BITD d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'on travaille un petit peu plus avec les entreprises de la défense, dans lesquelles je suis certain qu'il y a aussi des capacités d'insertion assez fortes. On va travailler avec Eurocopter sur Marignane pour effectivement développer tout ça. Bien, à moins qu'il y ait une dernière question en audio. Non. Merci infiniment, mon général. Merci beaucoup, mon colonel. C'était extrêmement précieux et précis. Et c'est maintenant le colonel Yanni qui va parler de l'actualité des opérations. Je vais commencer par vous parler du Sahel. Et on fera un petit focus sur Tessalit, puisqu'on a transféré le site cette semaine. Donc je vais commencer par vous parler de l'opération qui a été conduite dans le Liptako nigérien, par un GTD, un groupement tactique français avec une compagnie spéciale d'intervention nigérienne. C'est 200 soldats qui ont été déployés dans la zone des 3 frontières. La particularité de cette opération, c'est que c'est une opération de partenariat militaire de combat qui a été initiée et planifiée par les Nigériens.
et ça montre la bascule qui est en train de s'effectuer, puisque ce sont eux maintenant qui sont menants, et les Français ont accompagné, et c'était une opération qui consistait en fait en une opération de reconnaissance avec un volet action civilo-militaire. Et au cours de cette opération du 8 au 14 novembre, des ressources ont été saisies, des ressources de groupes armés terroristes. Ça me permet toujours dans la zone des 3 frontières d'évoquer une opération qui a eu lieu le 6 novembre, donc il y a quelques jours déjà, où on a un drone Reaper qui a détecté une quarantaine de combattants d'un groupe armé terroriste qui évoluait quasiment sur le point de jonction des 3 frontières, puisque c'était à 2 km de la frontière malienne et 1,5 km de la frontière du Burkina sur le territoire nigérien au sud de la Bezanga. Donc je passe les détails opérationnels. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a engagé des moyens aériens avec des avions de chasse, des Reapers et des Tigres, et qu'au final, sur les 40 détectés au début, on en a neutralisé plus d'une vingtaine. Les autres se sont dispersés et on pense avoir empêché une attaque sur soit une position de l'armée nigérienne, soit sur un village nigérien. Le 3e point que je voudrais aborder toujours au Sahel, c'est vous parler de la Task Force Takuba, pour vous dire que l'ULRI 6, même si son numéro ne le laisse pas penser, c'est la 8e ULRI que nous formons. L'ULRI 6 poursuit sa montée en puissance dans la région de Ménaka. Elle sera pleinement opérationnelle à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, et elle sera alors engagée en opération avec le TG franco-tchèque. Et elle sera engagée dans ce cycle de 2 ans qui est particulier aux ULRI, puisque les ULRI sont formées, elles sont équipées, elles sont entraînées, et après elles rentrent dans un cycle opérationnel avec Takuba, durant lequel elles sont engagées dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Je reste toujours dans Takuba pour évoquer l'ULRI 4, qui a mené une opération assez importante avec accompagné du Task Group franco-estonien dans la région d'Indeliman. L'ULRI 4 a été engagé aux alentours du 15 novembre dans une opération de reconnaissance et de sécurisation de plusieurs villages. Et le 15 novembre a détecté la présence d'éléments d'un groupe armé terroriste qui s'est soldé par des combats assez intenses. Les forces maliennes étaient devant, elles se sont particulièrement bien comportées, les terroristes ont été neutralisés, et à l'issue des tirs, les militaires maliens et européens ont découvert 2 civils, un homme et une femme qui étaient blessés à proximité de la zone des combats. Cet homme et cette femme ont été pris en charge immédiatement par les moyens de Takuba, ont été évacués par hélicoptère suédois vers Ménaka, pris en charge, et leurs jours ne sont pas en danger. Un petit point sur Takuba, j'en profite. Donc Takuba, c'est maintenant 10 pays membres. Je vais les lister rapidement. La France, la Suède, la République tchèque, l'Estonie, l'Italie, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas et la Norvège. Pour vous signaler que la Hongrie prévoit le déploiement de 60 forces spéciales à compter de mars 2022, que la Roumanie prévoit le déploiement de 50 forces spéciales également à partir de début 2022, et que l'Italie aura un détachement d'hélicoptères dont on a déjà parlé, consacré aux missions de MEDEVAC, d'évacuation médicale. On aura 2 CH-47, c'est-à-dire 2 hélicoptères de transport lourd, et 2 AH-129, 2 hélicoptères d'attaque qui seront pleinement opérationnels début décembre, dans quelques jours, et le détachement sera pleinement opérationnel début janvier, avec 3 hélicoptères de transport lourd et 3 hélicoptères d'attaque. Donc Takuba continue sa montée en puissance. Je termine le point Sahel en vous parlant de Tessalit, pour évoquer un peu tout ce qui a été dit au cours des derniers jours. Donc ça s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'adaptation du dispositif militaire qui a été décidé, qui a été acté en juillet 2021 par le président de la République et les présidents du G5 Sahel lors d'un sommet organisé le 9 juillet. Donc cette adaptation, elle se poursuit. Après avoir transféré Kidal aux forces armées maliennes, nous avons transféré Tessalit aux forces armées maliennes le 13 novembre. Le dernier soldat français a quitté Tessalit le 15 novembre. Vous avez sous les yeux les photos du dernier A400M, la photo du dernier A400M qui décolle de la piste de Tessalit le 15 novembre. Ce transfert a été progressif, maîtrisé, coordonné avec les FAMA et la MINUSMA. Il n'a posé aucune difficulté. Aujourd'hui, à Tessalit, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 700 soldats de la MINUSMA, des Tchadiens, et il y a un peu moins de 200 soldats maliens
Et avant qu'on transfère cette emprise au FAMA, on a organisé du 23 octobre au 11 novembre, donc pendant 3 semaines, toute une séquence de partenariats militaires opérationnels où les unités françaises et les unités maliennes se sont entraînées de concert pour que les Maliens soient en mesure les soldats maliens soient en mesure de remplir toutes les missions qui leur incomberont désormais à Tessalit, que ce soit des missions de contrôle de zone, des missions d'appui, mais également des missions de mise en œuvre des capacités de réassurance offertes par Barkhane, avec notamment un gros effort fait sur les capacités de guidage aérien, puisqu'on a déjà prévu et programmé des opérations de réassurance qui seront organisées dans les prochaines semaines, c'est-à-dire des opérations de renseignement avec des capacités Reaper par exemple, et des opérations de show of force, voire d'appui direct avec des avions de chasse. Quelques chiffres pour parler du transfert de la base. Au final, entre le 13 novembre et le 15 novembre, on a organisé 12 rotations d'A400M pour évacuer 190 tonnes de matériel, dont 18 véhicules. Et durant toute cette manœuvre, on a des moyens chasse qui ont été engagés, 2 patrouilles de chasse par jour, des drones et 2 A400M. Je pourrais répondre éventuellement aux questions que vous me poserez si vous le souhaitez. Voilà pour la partie Sahel. Je vais passer sur la partie Afrique centrale pour vous faire un point sur le partenariat militaire en cours avec le Tchad. Là, ce sont les éléments français au Gabon qui ont porté ce partenariat. Le Tchad, je vous rappelle, est significativement engagé dans différentes opérations, que ce soit le bataillon de la force conjointe du G5 Sahel, la MINUSMA, sur la frontière avec la Centrafrique et surtout au lac Tchad face à Boko Haram. Et la distance entre la frontière tchadienne sur le lac Tchad et N'Djamena, c'est à peu près 70 km. Donc c'est une vraie préoccupation. Et dans ce cadre, on conduit plusieurs projets structurants au profit des forces armées tchadiennes. Il y en a un, c'est la montée en puissance d'une composante blindée avec la fourniture de 2 RC-90 qui sont des chars à roues. Et un deuxième projet, c'est un projet amphibie, ce qu'on appelle le projet ARCA, l'appui au renforcement de la capacité amphibie. Et dans ce cadre, les éléments français au Gabon ont formé environ 90 Tchadiens. En matière de combat amphibie, il s'agissait du bataillon fluvial de la division des groupements spéciaux antiterroristes du Tchad. Voilà pour cette partie. On passe à la partie monde pour vous parler d'un gros exercice interarmé entre l'Inde et la France. Les forces françaises aux Émirats Arabes Unis ont organisé avec l'Indian Air Force une séquence d'entraînement de haut niveau impliquant des moyens aériens des FFEAU, des forces françaises à Djibouti, des renforts de métropole et la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. Côté français, ce qui a été engagé, ce sont 4 Rafales, un A330 Phoenix, 2 Mirage 2005 de la base aérienne de Djibouti, qui ont opéré à partir de la base aérienne des EAU. Et les Indiens ont engagé 5 Sukhoi 30, 2 Jaguar, 2029, un Ilyushin 78 et un AWACS. Et en fait, ce qui a été organisé, ce sont essentiellement des missions d'entraînement à des raids conventionnels longue distance avec opposition. C'est-à-dire qu'il y avait une partie des moyens qui jouaient les forces d'opposition. Et ça a été joué les 16 et 17 novembre. Et ce genre d'exercice participe au renforcement de l'interopérabilité des deux armées en engageant des capacités de premier rang. Un point sur l'opération Agenor. On a toujours la FREM italienne Martinengo qui est engagée dans le golfe arabo-persique pour participer à la surveillance des différents flux maritimes et des mouvements maritimes. Un avion de patrouille maritime ATL-2 va être engagé dans l'opération du 15 novembre au 15 décembre à partir de la base d'Al-Dafra. Et je signale l'arrivée d'officiers norvégiens au sein du PC d'Agenor. Et c'est le premier contingent norvégien qui participe à cette opération européenne. Suivante. Dans le bassin méditerranéen, un mot pour vous parler de la frégate Auvergne, qui est engagée en soutien direct de l'opération Chamal dans le canal de Syrie. Dans ce cadre, elle a également participé à un exercice de ce qu'on appelle le Quad. Le Quad Méditerranée, c'est une initiative stratégique qui rassemble la Grèce, l'Italie, Chypre et la France. Et l'Auvergne sera engagée du 22 novembre au 2 décembre dans l'exercice Polaris dont vous parlera le capitaine de vaisseau Lavaux en fin de point OPS.
Le commandant Bouhan, qui rejoint, qui est un patrouilleur de haute mer, qui rejoint l'opération Irini. C'est le 4e bâtiment de surface à être engagé dans cette opération qui vise à contrôler le respect de l'embargo sur les armes vers la Libye. Et le commandant Bouhan sera engagé du 15 novembre à mi-décembre dans l'opération Irini. Et je rappelle que nous effectuons régulièrement des vols de surveillance maritime avec des Falcon 50 de la marine dans cette opération. Les 3 derniers ont eu lieu le 22 octobre, le 10 novembre et il y a un vol ce jour. Je continue en vous parlant de l'Europe du Nord, où nous avons des moyens engagés en Estonie dans le cadre de l'Enhanced Forward Presence de l'OTAN. 2 exercices à signaler. Un premier, l'exercice Northern Frog, au cours duquel en fait, les moyens français ont servi à tester les plans de défense estoniens. En fait, l'Estonie a rassemblé ce qu'on appelle l'Estonian Defense League, qui est une sorte de force de réserve pour réagir en cas d'invasion du territoire. Et le contingent français a joué le rôle de force d'opposition, a attaqué les positions de l'Estonian Defense League pour tester les plans de défense. L'exercice Bold Axe, qui lui a eu lieu en Lituanie et qui rassemblait des éléments des battle groups, des différents groupes tactiques engagés dans les différentes IFP pendant plusieurs jours, du 9 au 15 novembre. Et les éléments français ont participé à cet exercice qui était basé sur un scénario de haute intensité. Voilà pour la partie Europe du Nord. Un rapide rappel sur le lancement de CRS dont on a beaucoup parlé au cours des derniers jours, pour vous dire ou vous rappeler, si vous le savez déjà, que le 16 novembre, la fusée Vega a mis en orbite 3 satellites du système militaire CRS pour capacité de renseignement électromagnétique spatial. Et dans ce cadre, on a plusieurs centaines de militaires qui ont été déployés pour assurer la sûreté ou la surveillance du centre spatial guyanais, en particulier un dispositif particulier de sûreté aérienne baptisé Bubo, qui a été renforcé avec des avions Rafale, un avion 3 Rafale, un ravitailleur C-135 et un AWACS qui sont venus de métropole du 11 au 19 novembre, donc jusqu'au 19, pour renforcer le DPSA et pour assurer la pleine sécurité de ce tir, puisque CRS constitue une capacité assez précieuse, puisque nous ne sommes que quelques pays au monde à pouvoir prétendre disposer de cette capacité. Donc ça supposait des moyens particuliers. Sur les FANC, en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de l'opération Résilience, nous avons toujours un module militaire de réanimation qui est déployé en renfort du centre hospitalier territorial de Nouméa. Il est déployé depuis le 27 octobre avec 38 militaires, 30 militaires soignants et 8 logisticiens. Et il prend en charge des patients atteints de Covid, toujours 5 patients pris en charge par les militaires du SSA qui sont déployés en Nouvelle-Calédonie. Je vais maintenant basculer sur la partie préparation opérationnelle. Je vais laisser la parole au chef du CIRPAMER pour vous parler de l'exercice Polaris. Donc Polaris, en fait, c'est un exercice organisé par les armées à dominante marine. Il vous en donnera tous les détails. Un exercice qui est organisé du 18 novembre, donc qui a commencé hier, jusqu'au 3 décembre 2021 et qui va rassembler un certain nombre de capacités du haut du spectre, françaises et internationale, et qui sera joué en Méditerranée et en Atlantique. Et je pense qu'on a un petit film à présenter. Voilà, je vous propose de faire cela, et puis après je répondrai à d'éventuelles questions si vous en avez. Local barre d'abri, bord de dégagement, tribord, je me présente, je passe sur bâbord. Dans le 15. Bien, à droite 10. Kimono 220, information de trafic 170 position, 9 nautiques, 2 rafales, 4 fusils en route vers le point. Machine 20 pour, on a 3
sur un bâtiment en situation officier de chef de car, veto MDCM sur autorisé. Devant 85, 15 mètres. Communication cyberdéfense. Nous sommes actuellement victimes d'une attaque. Bonjour à toutes et tous. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc cette petite infographie qui illustrera sans doute mieux que mes mots l'importance et l'ampleur de l'exercice Polaris, donc, auquel vont contribuer 4000 marins et donc en tout 6000 militaires. Donc, comme l'a dit le colonel Yanni, cet exercice a été préparé et conduit par la Marine nationale et auquel sont associés nos camarades de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Alors, essentiellement pour simuler une bulle de déni d'accès en Corse, mais également dans le cadre de l'exercice Kraken, qui est un exercice de préparation des forces spéciales mer, auxquelles sont associés les commandos de l'armée de l'air du CPA-10, voilà, et qui sont intégrés désormais à l'exercice Polaris. Donc ça représente 6 nations qui sont représentées sur cette infographie, 25 bâtiments de combat et 65 aéronefs. Donc le premier défi de cet exercice, qui sera conduit, comme l'a dit le colonel Lani, principalement en Méditerranée, mais également en Atlantique, va être, à l'instar d'un sportif de haut niveau, d'abord de réciter des gammes pour permettre à chacun des acteurs de pouvoir jouer son rôle, jouer son instrument. Et ensuite, donc ça, c'est ce qui va être réalisé entre aujourd'hui, le 18 novembre, puis le 25 novembre prochain. Et à partir du 25 novembre jusqu'au 3 décembre, on fait des exercices de combat naval, de combat aéronaval, également du coup aéroterrestre. Tous les domaines de lutte vont être joués, donc sous la mer, au-dessus de la mer, sur la mer, dans les champs immatériels, la guerre électronique, le champ informationnel. L'innovation de ce jeu, de cet exercice notamment, c'est qu'une pression médiatique va être simulée par, certains d'entre vous la connaissent probablement, l'École supérieure de journalisme de Paris et l'École de journalisme de Nice. Et également une pression numérique sera exercée également sur les réseaux sociaux. Donc le gros enjeu, ça va être de coordonner et d'animer tout cela par une circulation de l'information aussi parfaite que possible, malgré les tentatives de l'adversaire de perturber cette bonne communication. Donc vous avez bien compris qu'il y a 2 équipes, hein. La première est commandée par le contre-amiral Cluzel à bord du porte-avions Charles de Gaulle, et l'autre par le capitaine de vaisseau Molitor, qui commande la frégate de défense anti-aérienne. Vous noterez que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 6 nations qui participent à cet exercice, notamment des Américains et des Britanniques. Donc malgré AUKUS, malgré le Brexit, malgré les problèmes de pêche en mer du Nord, en Manche et mer du Nord, c'est business as usual pour nous. On continue, bien entendu, à travailler. Cet exercice, on sera l'opportunité de réaliser des innovations en matière de tactique et de technique navale. Donc tactique, dont les premières pistes ont été révélées, proposées au chef d'état-major de la Marine lors du séminaire de stratégie navale qui s'est conduit à Toulon le 10 novembre dernier. Donc elles seront concrètement mises en œuvre durant cet exercice. On peut également dire, alors il n'y aura pas pour éventuellement répondre à une question si elle était posée, il n'y a pas de tir réel durant cet exercice, tout est simulé, notamment les tirs de missiles de croisière depuis l'Atlantique. En revanche, ça permettra de faire jouer tout un tas de capacités qui seront sous peu mises en service dans la marine. Je cite notamment la frégate de défense, alors la FRENDEA, donc frégate européenne multimission de défense aérienne Alsace, qui a réalisé un tir hier de son Aster 30, donc Aster 30, et qui marque du coup son admission au service actif. Donc qui sera prononcé dans les jours qui viennent. Bon, un petit focus sur le groupe aéronaval, donc évidemment c'est la pièce maîtresse de l'exercice. Donc pour ceux qui ont suivi, vous vous souviendrez que le porte-avions lors de sa dernière mission avait été intégré à la Task Force 50 qui était dans le Golfe arabo-persique
et qui donc commandait les opérations américaines de frappe contre Daesh en péninsule arabique. Cet exercice, le format du groupe aéronaval sera rigoureusement le même que celui qui sera adopté pour le déploiement opérationnel du porte-avions, qui surviendra en 2022 à compter du mois de février, et sur lequel on aura l'occasion de revenir dans les mois qui viennent. Ce que je tiens à souligner, c'est que le porte-avions et d'une manière générale, cette force, c'est un agrégateur de défense européenne. Hein. Vous constaterez qu'on a quand même pas mal de partenaires européens qui participent à cet exercice, qui ont déjà participé à nos opérations par le passé et qui participeront aux opérations futures, et notamment celles de 2022. En ces temps où on se pose des questions sur alors l'Europe de la défense de l'Europe, etc., ce qui est important de souligner, c'est que ce qui permet à tous ces pays, à toutes ces unités de pays divers de travailler très rapidement ensemble, et que ce qu'on appelle nous du plug and fight, c'est tout simplement parce que les procédures d'emploi, les méthodes de travail, les modes de circulation d'informations, de communication sont standardisés par les procédures de l'OTAN. Alors qu'on travaille en mode européen ou qu'on travaille en mode de l'OTAN, on travaille avec des procédures otaniennes. Voilà. Donc je vous ai parlé des grandes dates de l'exercice, du 18 au 25, puis du 25 au 3. Il y aura un Media Day et un VIP Day qui aura lieu le 2 décembre prochain. Et avant cela, vous avez des opportunités d'embarquer à bord du groupe aéronaval, donc les 19, 20, 21, 23 et 24 novembre. Voilà, donc avec normalement une mise en place depuis hier vers le porte-avions d'hélicoptère et le retour. Alors il y a des exceptions, ce sera parfois au sein de la base navale de Toulon, mais normalement ça se passera comme ça. Voilà. The floor is yours. Vous avez des questions ? Oui, une petite question sur le contexte actuel. Avec les Russes, on a une nouvelle déclaration de Vladimir Poutine qui s'est ému de la présence d'avions bombardiers occidentaux à 20 km de ses frontières. Vous allez sans doute me dire qu'ils n'étaient pas français, mais c'est peut-être l'occasion de refaire un petit récap, soit avec vous, mon colonel, soit avec le colonel Spey, sur un chiffre actualisé d'interception, à contrario, d'éléments russes. On a vu la semaine dernière avec le Tupolev 160. On peut imaginer qu'il n'était pas le premier de l'année. Alors, moi, je vais vous donner les chiffres, si vous voulez. En fait, mais tu peux venir, Stéphane. En fait, c'est pas quelque chose qui est inhabituel que d'avoir des avions de différentes nationalités qui survolent ou qui se rapprochent de notre espace aérien. On a un dispositif de sécurité de protection que le colonel Spey vous détaillera bien mieux que moi, qui dépend d'une chaîne de commandement très particulière qu'il vous décrira. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. On ne fait pas face à une agression de la Russie contre nous. Non, c'est une sorte de jeu. Je m'approche et je vois comment ça réagit. Sous le contrôle du c'était 200. J'ai même pas les chiffres. Je vous ai dit une bêtise. Non, j'ai même pas. Je crois que c'était 260 interceptions. Ça, c'est en tout. 260. Ouais, c'est ça. C'est 260 en tout. Ouais. Je lui laisse la place. Je vais faire court. Ce qu'on appelle la police du ciel, la PPS, elle a deux dimensions. Il y a une dimension qui est la dimension de police, comme on l'entend au quotidien lorsqu'on prend sa voiture, c'est-à-dire on va vous porter assistance et on regarde si les règles sont respectées. Et une dimension qui est de défense aérienne, c'est-à-dire une menace militaire. Donc là, en l'occurrence, quand vous détectez un raid de bombardier, on est plutôt sur la deuxième phase. Les chiffres qui vous ont été donnés, c'est à chaque fois qu'on décolle. Donc ça inclut les deux. Je reviendrai vers vous avec les données qui sont spécifiquement dédiées à un type de menace qui est dans la deuxième catégorie. Là, on est clairement dans une forme de contestation, si vous voulez. Mais rien d'inhabituel. Oui, on le sait, mais c'est juste pour avoir un petit chiffre. C'est juste que là, ça tombait dans un contexte très fort. Et il n'y a aucune opération en mer Noire du côté des Français. Il y a des occidentaux, mais pas d'opération française. Vous l'auriez évoqué. Je n'ai pas évoqué d'opération. Si vous voulez, les chiffres de 2020, la sûreté aérienne, c'est 560 situations anormales.
350 interventions avions de chasse hélicoptères, 12 DPSA, dispositifs particuliers pour la protection d'événements. Voilà ce que ça donne au global. C'est une activité assez forte. Hein. Et Stéphane ne vous l'a pas précisé, mais c'est une chaîne qui dépend pour le territoire national du Premier ministre directement, la haute autorité de défense aérienne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ou est-ce qu'on clôt le... Mon colonel, nous avons une question en visioconférence de Didier Loras, AFP, qui souhaite connaître des détails sur l'opération qui a conduit à la neutralisation des 20 GAT. Est-ce une opération d'opportunité, plutôt État islamique ou Al-Qaïda? Et est-ce que des FAMA ont participé à cette neutralisation? Alors, c'est une opération d'opportunité sur le sol nigérien qui, a priori, visait plutôt des gens affiliés à l'État islamique au Grand Sahara, parce que c'est la zone habituelle d'évolution, et qui n'a pas impliqué de forces armées maliennes, puisqu'on était sur la partie nigérienne, mais on avait des forces armées maliennes qui étaient à proximité un peu plus au nord et des forces armées nigériennes qui étaient à proximité un peu plus au sud. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment quasiment le point de jonction des trois frontières. On était au sud de la Bézanga. Si vous regardez sur une carte, c'est vraiment sur la frontière entre le Mali et le Niger. Et on était à 1,5 km de la frontière malo-nigérienne sur le sol nigérien, et on était à 2 km de la frontière burkinabé. Merci, mon colonel. Petite précision sur l'exercice Polaris. Cet exercice donc, a eu lieu en fait la dernière fois en 2019, je pense, donc avant forcément la crise Covid. Et deuxième petite précision que je voulais quand même avoir, est-ce que vous ne trouvez pas que les deux task force sont un petit peu disproportionnées entre la rouge et la bleue, et donc on a peut-être pu avoir un porteur américain sur la task force rouge? Je ne sais pas. Merci. Alors l'exercice Polaris, c'est sa première édition. Il n'y a jamais eu d'exercice de cette ampleur-là auparavant. Et effectivement, on a toujours coutume de jouer les bleus et les rouges, enfin les verts ou les roses, enfin peu importe, mais pas dans ces proportions. Concernant la participation d'un porte-avions américain, c'est tout simplement qu'en fait, il n'y a plus de porte-avions américains en Méditerranée depuis bien longtemps, parce qu'en fait, la majorité maintenant des porte-avions américains sont concentrés en mer de Chine, et en Pacifique, et en océan Indien. Il passe en Méditerranée, mais il reste finalement assez peu de temps. Contrairement au passé où avant il y avait carrément une flotte entière. Voilà. Et d'une manière générale, les forces américaines ont quand même considérablement décru en Méditerranée. S'il n'y a pas de questions, et en l'absence d'Hervé Grandjean qui nous a quittés, je vous souhaite une bonne journée, et je remercie au nom de M. Grandjean, le général Brulon et le colonel Morel. Merci.